bienvenue à tous. N'hésitez pas, effectivement, comme je le disais au début, de mettre vos caméras et puis peut-être de couper vos sons si vous avez du bruit de votre côté. Euh, on passera aussi par le chat si vous avez des questions, donc n'hésitez surtout pas, je serai là pour vous répondre. Du coup, enchantée, moi je m'appelle Cécile, je travaille à la ruche en chargée d'acquisition et de fidélisation depuis bientôt 2 ans. Du coup, je m'occupe de la communauté des entrepreneurs de la ruche et aussi de créer des événements comme aujourd'hui. Du coup, on a des webinaires qui sont organisés tous les mois. Et la ruche, c'est quoi? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas énormément, on est un incubateur, on accompagne des entrepreneurs du stade de l'idéation jusqu'à la levée de fonds. Donc, on a une vingtaine de programmes partout en France pour vous accompagner dans votre projet de création d'entreprise ou dans le développement de votre entreprise. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. J'y reviendrai un peu à la fin pour vous présenter quelques programmes qu'on a en cours. On a beaucoup de programmes, notamment, qui sont gratuits sous condition d'éligibilité. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse et que vous êtes en création. Du coup, aujourd'hui, on accueille Nicolas de Dreamcatcher Sales qui va je vais te laisser te présenter. En tout cas, merci d'être là, qui est également expert à la ruche et du coup qu'on a invité et qui va nous faire donc, cette intervention sur comment construire une méthodologie commerciale efficace. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des petites notes. Il y aura le replay, comme je vous le disais, sur YouTube. Si vous avez manqué quelques infos. Et puis, si vous avez des questions, je vous réponds dans le chat. Et Nicolas, je te laisse prendre la suite. Parfait, merci beaucoup Cécile. Écoutez, enchanté à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire. Dreamcatcher Sales, très rapidement. Donc, nous, on est une agence de conseil en développement commercial B2B. On fait du conseil, de la formation, du recrutement de profils sales. Et donc, on est évidemment au cœur d'un écosystème dans lequel on voit beaucoup de modèles différents. On est principalement sur du B2B quand même, mais on voit des méthodologies commerciales différentes, on voit des modèles économiques différents, on voit des structures commerciales différentes et puis des façons d'aller chercher le marché, évidemment, qui sont assez variées aussi. Donc là, l'idée, c'est de vous donner quelques clés pour construire effectivement votre méthodologie commerciale et aller chercher des deals, aller closer effectivement des beaux contrats sur vos marchés et d'essayer de le faire de la façon la plus efficace possible. Voilà, donc on va reprendre un peu les basiques, j'allais dire, d'un cycle de vente en allant appliquer une méthodologie ici commerciale qui, effectivement, j'espère, vous donnera quelques bonnes pratiques et quelques tips. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On verra si on y répond en direct comme ça. Et puis autrement, on en reprendra évidemment sur la fin du webinaire pour y répondre. Je ne me suis pas présenté, moi je suis directeur commercial chez Dreamcatcher Sales. Et effectivement, j'ai rejoint l'aventure il y a un peu plus de 7 ans maintenant, au début. Donc voilà, on a grandi depuis et on accompagne effectivement principalement des entreprises de la création jusqu'au scale, donc jusqu'à le passage à l'échelle effectivement et la structuration de leurs équipes. Et puis quelques grands groupes également sur des sujets de nouvelles offres, voilà, un peu d'innovation, d'intrapreneuriat sur ces typologies de cibles-là. Alors, effectivement, sujet du jour, ce qu'on va aborder, ça va être pour aller chercher les closings, puisque c'est l'objectif. Hein, tout ce qu'on fait avant ne sert à rien si ça ne close pas, ou pas tout à fait vrai, mais en tout cas, c'est évidemment l'objectif in fine. Donc, ça passe par la définition d'un marché cible, à quelle typologie d'entreprise on va pouvoir s'adresser, à quel besoin répond notre offre et quelle proposition de valeur on va pouvoir mettre en place. Une fois qu'on a les marchés cibles et donc les entreprises, la typologie d'entreprise, il va falloir définir effectivement les interlocuteurs qui nous intéressent et donc les personas. Donc, personas, ça va être effectivement quel est le métier, quel est le rôle de la personne que je vais aller cibler, quels sont ses enjeux. C'est ça finalement le plus important, c'est quelle est
le besoin qu'il a sur son poste et ses objectifs qui sont liés et comment ma solution va pouvoir l'aider à atteindre ces objectifs-là, justement. Les bonnes pratiques pour déclencher un rendez-vous. Donc, une fois qu'on connaît ces enjeux, on va pouvoir adopter la bonne posture, le bon questionnement pour faire une découverte et effectivement pousser un discours commercial qui soit approprié et qui lui apporte de la valeur. Et quand on est en rendez-vous, effectivement, là, il y a là aussi des bonnes pratiques, évidemment, et donc c'est ce qu'on verra sur le point 4 pour aller chercher le closing. Et on va parler de customer-centric selling à ce moment-là, c'est-à-dire une vente qui va mettre le client au centre, donc un process et une méthodologie de vente qui va mettre le client au centre. Très important en B2B. Plus la vente est complexe, plus ce sera important. Sur les ventes transactionnelles, c'est-à-dire voilà, un peu sur l'étagère, ça s'applique un petit peu moins, mais ça a quand même évidemment de la valeur. Voilà, mais dès qu'on a une approche en mode conseil, effectivement, le customer-centric selling sera une très bonne pratique pour aller atteindre le closing. C'est du soft selling, ce qu'on appelle le soft selling, effectivement une vente qui n'est pas poussée, mais plutôt tirée par le client. Et on va voir aussi que c'est important, s'il y a du soft selling, de mettre du hard closing. Et le hard closing, c'est savoir serrer un petit peu les boulons au moment du closing pour ne pas perdre la vente et faire en sorte qu'il y ait un timing qui soit respecté. Voilà. Le rythme dans la vente, c'est quelque chose de très important. Alors, sur la définition effectivement d'un marché cible, donc là, on voit un cycle de vente en B2B classique. Donc, la définition des marchés cibles va se passer au niveau du sourcing, effectivement, et la qualification sera importante aussi. Le sourcing, c'est la constitution de sa base, finalement, et du territoire de chasse sur lequel on va pouvoir démarrer l'approche commerciale. La prospection, effectivement, va pouvoir se faire par différents canaux, mail, téléphone, LinkedIn, etc. On va en parallèle qualifier. Quand on prospecte, on récolte des informations. Ça nous permet de prioriser aussi. Le marketing peut apporter également des éléments qui vont venir aider la vente et là aussi qualifier, réchauffer des leads. L'objectif de tout ce travail-là, il va être effectivement de déclencher des rencontres avec des prospects pour aller formaliser derrière une proposition commerciale qui, la plupart du temps, donnera lieu à des négociations et qui doit aboutir sur un closing. Et on va s'apercevoir qu'effectivement, plus l'accent sera mis et l'application, en tout cas, sera mise sur la partie sourcing qualification, plus effectivement on aura des chances d'aller closer. Voilà, donc c'est vraiment des éléments qui sont très importants au départ. La définition d'un marché cible, elle se fait effectivement pas de façon intuitive. Elle peut se faire de façon intuitive, mais c'est un petit peu la loterie. L'objectif, ça va être plutôt de mettre en place une vraie méthodologie, de s'appuyer sur des critères d'attractivité d'un marché par rapport à la solution qu'on a, solution, produit, service, peu importe, qu'on a à pousser sur ce marché-là. Et effectivement, l'objectif, c'est pas de le faire au doigt mouillé, mais vraiment d'être précis et efficace à ce niveau-là pour pouvoir aller plus vite que ses concurrents sur les bonnes cibles et pour ne pas perdre de temps, effectivement, l'objectif étant d'aller prendre des parts de marché avant que nos petits copains le fassent de leur côté. Donc, 4 critères principaux à ce niveau-là. L'analyse des problèmes de marché, l'identification de la proximité, on va détailler juste après, l'état du marché et le marché total disponible. En face, qu'est-ce qu'on met de ces critères-là? L'analyse des problèmes de marché, c'est effectivement quels sont les enjeux du marché, ou plus précisément, j'ai une solution qui est censée répondre à des enjeux, à des problématiques. Et effectivement, il faut que je parte de ces enjeux-là pour affiner ma proposition de valeur et faire en sorte qu'il y ait justement de la valeur qui soit apportée au marché. Donc ça, on l'analyse par rapport à des usages qui sont déjà existants ou à ce qu'on a voulu solutionner comme problématique à travers notre solution.
Identification de la proximité, là on parle de complexité de la vente, et effectivement, plus la vente est complexe, donc je commençais à parler de vente transactionnelle juste avant, vente transactionnelle, c'est pas très complexe, donc la proximité est peu importante finalement. Plus la vente est complexe, plus effectivement la proximité, alors quand je parle de proximité, c'est proximité géographique ou capacité à joindre les interlocuteurs facilement. On va avoir plusieurs interlocuteurs dans une vente complexe, voilà, des paniers moyens élevés, etc., des cycles de vente qui sont longs. Et donc, pour faciliter la vente, on va prioriser un marché le plus local possible, si le volume le permet, évidemment. L'état du marché, c'est comment notre solution se positionne par rapport à la concurrence. Et voilà, les usages qui sont déjà en place et les solutions qui y répondent. Et puis le marché total disponible, effectivement, c'est est-ce qu'on est dans un océan rouge. Un océan rouge, c'est un océan dans lequel il y a pas mal de concurrence, des requins qui sont effectivement présents, et donc on va adopter une autre façon de vendre et de se démarquer, ou un océan bleu, où là, le champ des possibles est extrêmement large. On a peu de concurrents parce qu'on a une solution qui innove beaucoup, et donc en revanche un travail d'évangélisation important à réaliser. Voilà, pour la définition des segments de marché, on est effectivement sur ces quatre critères-là principalement, ce qui va nous permettre d'avoir une typologie de compte cible. Je vais prendre l'exemple d'une solution SaaS de cartographie de compétences. Voilà, une solution logicielle en fait qui permet aux collaborateurs d'entreprise de voir leurs compétences être répertoriées dans le logiciel finalement, et de pouvoir identifier effectivement leurs compétences peut-être inexploitées aujourd'hui, leurs compétences acquises et exploitées, et puis là où il y a des axes d'amélioration, des compétences qu'il faut aller développer. Il peut y avoir plusieurs enjeux, de la mobilité interne ou externe, voilà, d'identifier des opportunités de mission peut-être à l'extérieur, de faire monter en compétences à travers de la formation sur les compétences qui restent à acquérir. Donc voilà, on est sur cette typologie de solution, et on va faire le travail effectivement de qualification de son territoire à travers cette solution-là. Donc les enjeux et la proposition de valeur, dans un premier temps, on va s'attarder là-dessus. La proposition de valeur, elle va être effectivement de mettre le collaborateur au centre des organisations, de le valoriser, et pouvoir effectivement, comme je le disais, proposer de la mobilité, des évolutions de carrière, aller sur des missions spécifiques en interne, en externe, d'identifier les axes de progression. Donc là, on est sur les sujets de formation. Et au global, c'est effectivement un outil qui permet de faire de la rétention de collaborateurs, d'avoir des collaborateurs qui, in fine, s'épanouissent dans la structure et se voient proposer des missions qui leur correspondent. Ça veut dire que là, on va être sur des organisations effectivement qui sont déjà structurées. On va s'adresser en priorité à des organisations qui ont une forte rotation des ressources humaines, donc des collaborateurs, donc potentiellement des structures qui ont du turnover, des structures qui ont de l'intermission, et donc on voit que les cabinets de conseil, typiquement, pourraient être une cible très intéressante, et en tout cas, tous les points, effectivement, des enjeux de la proposition de valeur semblent répondre à cette typologie de boîte-là. Donc voilà, on a une première typologie de cible de compte. Sur la partie complexité de la vente, on est sur un panier moyen qui est assez élevé, une solution qui est technique, où on voit qu'il y a une innovation d'usage. On va le voir un petit peu après aussi sur le positionnement concurrentiel, et des interlocuteurs multiples, puisqu'on va avoir potentiellement les RH qui sont intéressés évidemment, les achats, les DSI, les directions commerciales si on parle de missions à l'externe, etc. Donc, voilà, une vente complexe, et donc une proximité qui ici sera importante dans la priorisation qu'on va faire des comptes sur le territoire identifié. Positionnement concurrentiel, donc là c'est un graphe qui présente un peu la diversité des solutions RH principales sur le marché. Donc cette solution, en l'occurrence de cartographie de compétences ici, elle va être un petit peu transverse entre la partie formation, gestion des talents, recrutement. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas complètement vierge d'offres sur le marché, mais qui est quand même avec une innovation d'usage
sur cette partie effectivement des talents à la formation. Donc, en connaissant ça, effectivement, ça c'est important de le faire comme travail. On va savoir aussi si on peut se différencier soit par les coûts, soit par l'usage. Et c'est toute la différence entre un océan rouge et un océan bleu. Océan rouge, on va être dans un espace extrêmement concurrentiel. Donc, il y a un marché existant, connu. On a une typologie de comptes et d'interlocuteurs qui sont attentifs, puisque ayant ces enjeux-là déjà et connaissant l'existant. Et donc, pour battre les concurrents, on va devoir se positionner soit sur une domination par les coûts, donc finalement être moins cher sur une proposition de valeur existante, identique que les concurrents, soit effectivement, si ce n'est pas par les coûts, ce sera par l'innovation d'usage, donc je ne sais pas, des fonctionnalités qui n'existent pas, quelque chose de plus transverse comme la solution de cartographie de compétences peut le proposer. Si on est dans un océan bleu, en revanche, là, on a un nouvel espace stratégique où on est un peu seul sur le créneau. Donc, ça a évidemment de la valeur parce que une fois qu'on arrive à joindre, à intéresser un interlocuteur, il n'a pas 36 solutions s'il comprend que la solution va lui apporter de la valeur. En revanche, il va falloir évangéliser beaucoup plus. On a des prospects, des comptes qui ne sont pas attentifs à notre solution puisqu'ils n'avaient pas connaissance de son existence et de l'existence de ces usages qu'ils pouvaient avoir d'une solution sur le marché. Plus la solution est innovante, plus le marché est ouvert, mais plus il faut faire d'évangélisation. Donc, on commence à avoir une bonne idée de la typologie de compte qu'on va pouvoir adresser ici, dans ce travail de définition du territoire. Donc, on va parler des organisations structurées, à rotation RH importante. Donc, moins de 50 collaborateurs, généralement, on est moins structuré, effectivement. Plus de 5000 collaborateurs, on peut se dire que c'est des ventes beaucoup plus complexes et que quand on va chercher un marché, se lancer sur des cycles de vente très longs, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Donc, il faudra là aussi prioriser, on va le voir dans un second temps. En vente complexe, la proximité est importante. Donc là, on va privilégier dans un premier temps la région Île-de-France, si on est une boîte basée en Île-de-France, évidemment. Connaître l'existant, les usages, l'intensité du besoin. Donc là, on a pu le voir sur le secteur du conseil, dont la matière première, j'allais dire, et l'actif principal reste les hommes, avec un grand H. Et donc, le secteur du conseil paraît être, par rapport à la proposition de valeur qu'on apporte, un secteur qui rencontre les enjeux auxquels on répond. Plus la solution est innovante, plus le marché est ouvert. Et donc, effectivement, notre cible, c'est les cabinets de conseil de plus de 50 collaborateurs à moins de 5000 collaborateurs situés en Île-de-France. Voilà. Donc, ce travail-là, il est fait. Quand on a ça, on va sur son LinkedIn ou d'autres outils, mais évidemment, LinkedIn est un outil de prédilection pour aller formaliser une base à partir de nos critères d'attractivité du marché. Donc, on va tout simplement aller sur le moteur de recherche. Alors là, c'est à partir de Sales Navigator. Il y a un peu moins de critères disponibles sur la version gratuite de LinkedIn. Mais donc là, j'ai mis région de Paris, cabinet de conseil et effectivement, en termes d'effectifs, entre 50 et 5000 collaborateurs. Donc, ce qui nous donne déjà 350 comptes environ à aller chercher. Donc, on sait que c'est ces comptes-là qui vont être adressés dans un premier temps. Mais effectivement, quand on a ça, est-ce qu'on est prêt à démarrer? Est-ce qu'on y va tout de suite? Eh bien non. On va faire un ranking de ces comptes-là. Donc, ce travail de définition d'un territoire, puis de qualification, il doit prendre 25% du temps d'un commercial et il va permettre derrière d'augmenter sensiblement les chances de closing. Donc, c'est important de le faire, de ne pas tirer tous azimuts non plus. On pourrait se dire, j'adresse toutes les boîtes de services de Paris. Non, il y a des secteurs qui vont être plus réceptifs. On ne va pas leur parler de la même façon qu'il y a d'autres secteurs, etc. Et on risque de se griller sur le marché si effectivement on ne fait pas ce travail de qualification et d'avoir un retour sur 100 plutôt qu'un retour sur 10 si le travail de qualification est bien fait.
Donc, ce ranking des comptes, il va se faire à travers des critères là aussi. Donc, ça peut être effectivement le potentiel du compte, effectivement la taille de compte. Plus le compte est grand, plus on peut se dire qu'il y a du potentiel. Ce qu'il faut aussi, c'est pas oublier le coût d'acquisition. C'est-à-dire que plus le compte est grand, plus le cycle de vente est long, et donc plus le coût d'acquisition est élevé. Donc, il faut faire un arbitrage un petit peu entre ces critères-là. Et peut-être diversifier justement la typologie de compte. L'objectif étant d'aller, c'est un peu le nerf de la guerre, hein, générer de la trésorerie en allant faire ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire des deals qui se closent rapidement, dont les cycles de vente sont assez courts, et puis commencer à planter des graines, effectivement, sur des comptes plus importants, avec un potentiel plus élevé, mais qui auront un cycle de vente un petit peu plus long. Évidemment, le besoin qu'on a pu déjà identifier sur des comptes va rentrer en jeu. Ça, c'est le marketing qui peut nous aider à aller chercher, à qualifier ces points de douleur rencontrés par des prospects potentiels à travers des communications, des livres blancs. Si on fait un livre blanc sur comment gérer l'intermission en cabinet de conseil et qu'il est téléchargé par 10 cabinets, peut-être que là, il y a effectivement un point de douleur identifié qui peut nous permettre de prioriser sur ces comptes-là. Ça va être des événements en particulier, donc il y a des saisonnalités parfois effectivement dans les secteurs d'activité qui peuvent être prises en compte. Donc ça, il faut là aussi profiter d'événements. Nous, dans le recrutement, par exemple, on constate que des levées de fonds, évidemment, ça va être pour développer l'entreprise. Alors, soit c'est pour développer la partie produit, soit c'est pour développer la partie commerciale. Et donc, on est très attentif aux levées de fonds, et évidemment, toutes les boîtes qui lèvent des fonds, on leur parle pour savoir si on peut les accompagner sur ces sujets-là. Donc, ces événements-là, en fonction de votre secteur et de la proposition de valeur que vous avez, il faut être capable de les identifier et d'en profiter pour avoir plus de pertinence quand vous arrivez sur la partie prospection. Et puis, un point important également, c'est le potentiel de mise en relation. C'est-à-dire que quand on est mis en relation avec des prospects, on a beaucoup plus de chances je crois que c'est 80% des mises en relation qui se soldent par un rendez-vous. Il y a le chiffre dans la présentation après, mais effectivement, faire travailler son réseau et travailler en réseau de façon plus générale, c'est quelque chose qui va sensiblement accélérer et maximiser les chances de transformer l'essai derrière. Donc, sur la base de ces critères-là, les 350 comptes, on va les répartir en 3 tiers. Tier 1, Tier 2, Tier 3. Je suis désolé, il y a pas mal d'anglicismes, hein, c'est des méthodologies aussi qui sont utilisées par voilà, des startups américaines, etc., enfin, qui nous viennent de là-bas. J'essaye au maximum d'en sortir, mais voilà, c'est effectivement faire 3 catégories finalement. Avoir son Tier 1 qui est la cible la plus importante qu'on veut aller chercher, celle qui a le plus de potentiel et qu'on veut prioriser au maximum. Et donc, en 2, on est sur l'intermédiaire, et en 3, effectivement, c'est les comptes qui, de façon plus opportuniste, peuvent nous intéresser. Ça veut dire que l'effort commercial qu'on va mettre sur les Tier 1, il sera beaucoup plus important que l'effort commercial qu'on va mettre sur les Tier 2 et 3. Et les points de contact seront plus fréquents et plus diverses également. On va peut-être cibler plusieurs interlocuteurs sur le Tier 1 quand on va cibler l'interlocuteur principal sur le 2 ou sur le 3. Et puis, on va multiplier les canaux. On va faire à la fois du phone, du LinkedIn, peut-être du WhatsApp. Voilà, tous les moyens sont bons tant que c'est fait effectivement de façon intelligente. Ce bénéfice de la qualification, donc bien identifier les comptes à cibler, c'est ça que ça va nous permettre de faire évidemment. Identifier des interlocuteurs clés, donc ça, on va rentrer dans le détail juste après. Et puis surtout, identifier comment entrer en contact avec eux. Ça augmente ce travail de qualification, et si ça prend un quart du temps, ça augmente de 75% les chances de closing. Donc là, c'est vraiment des stats qui sont importantes à avoir en tête. On a l'impression parfois de perdre du temps, mais non, vas-y, appelle-le, pourquoi tu perds du temps à aller chercher qui fait quoi chez eux, à mapper le compte, etc.
en fait, on n'a qu'une fois la chance de faire une bonne première impression. Et quand on est commercial, le cold calling, donc l'appel vraiment dans le dur, c'est quelque chose qui est… c'est justement, c'est pas, comment dire, c'est pas pile ou face, ça doit être pile à chaque fois. Et il faut pouvoir préparer ses arguments, préparer son accroche, préparer une petite histoire à raconter pour maximiser les chances derrière de décrocher le rendez-vous pour que le cycle de vente se poursuive. Alors, on a vu, donc on a eu ces 350 prospects potentiels. Ils sont maintenant répartis dans 3 catégories différentes. La première partie plus importante, deuxième partie le ventre mou du marché, et puis la troisième partie où on sera plus opportuniste. Mais dans ces 350 comptes-là, il y a combien d'interlocuteurs, évidemment? Il y en a pas mal. Là, on va voir comment définir son persona désormais, donc l'interlocuteur cible, et comment embrasser ses enjeux, c'est-à-dire bien comprendre quel est son rôle, quels sont ses objectifs, quels sont les points de douleur qu'il rencontre aujourd'hui, et comment la proposition de valeur que notre solution, produit ou service lui apporte va pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs, à répondre à ses enjeux. J'ai repris donc les 350 comptes et je suis passé sur la partie contact ici. Donc voilà, de 350 comptes, on passe à 20 000 contacts quasiment. Donc effectivement, l'idée, c'est pas de s'adresser à tout le monde en tirant dans tous les sens, mais ça va être plutôt de faire du sniping et d'aller chercher les interlocuteurs qui nous intéressent. Donc, sur les cabinets de conseil, sur les sujets d'intermission, sur les sujets de mettre les bonnes compétences sur des missions externes chez les clients, etc., on va pouvoir parler potentiellement à plusieurs interlocuteurs. Mais celui qui paraît le plus pertinent ici, ça va être le directeur commercial. Le directeur commercial qui voilà, va porter la responsabilité d'un chiffre d'affaires. Donc, on va s'attacher ici à bien comprendre à qui on a affaire. Alors, c'est un profil type qu'on définit. Évidemment, tous ne vont pas rentrer dans cette catégorie-là, mais on a des problématiques, des enjeux qui vont être similaires. Et une façon également de les adresser, de les contacter, qui va être sensiblement la même. Ou en tout cas, voilà, c'est des groupes. On doit aller relativement dans le détail pour avoir des groupes relativement homogènes derrière. Donc, le profil type d'un directeur commercial, aujourd'hui, c'est plutôt un homme qui va être entre 35 et 50 ans, en général. Voilà, le gros du métier, ça va être ça, qui va encadrer une équipe, donc là, potentiellement de 4 chefs de BU, si on parle de cabinet de conseil, donc de business unit, et une trentaine de business managers ou ingénieurs d'affaires en indirect. Son rôle, ça va être de stimuler constamment ses équipes et ça va être de leur mettre une pression permanente pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ces objectifs, c'est quoi justement? C'est généralement un objectif de chiffre d'affaires à générer. Il emporte la responsabilité. Si ça fonctionne bien, c'est grâce à lui et à ses équipes. Si ça ne fonctionne pas bien, c'est principalement à cause de lui. Et donc, il a une obsession, ça va être le cycle de vente de A à Z, le pipeline et de la prospection, évidemment, au closing. Et c'est son angoisse constante. Voilà. En termes d'accessibilité, il est peu disponible. Effectivement, voilà, occupé et affairé, avec souvent un rôle à la fois entre le management et l'opérationnel. Il va utiliser LinkedIn beaucoup, ses emails également. Il sera moins joignable par téléphone, concrètement. Et il va, pour pouvoir monter en compétences, partager des bonnes pratiques, voilà, se tenir informé des évolutions au niveau de la méthodologie de vente, des différents outils à utiliser, etc. Beaucoup passer par son réseau, avec ses pairs, avoir des discussions informelles. Et voilà, ça va lui permettre justement de savoir ce qui se fait dans quelle boîte, comment ça fonctionne, est-ce que c'est utile, pas utile, et est-ce que ça peut s'appliquer à lui. Donc, on sera beaucoup sur quelqu'un qui fonctionnera en réseau. Ici, on a effectivement un enjeu qui est de connaître l'interlocuteur auquel on va s'adresser et ça va nous permettre d'orienter derrière le discours, la façon dont on lui présente effectivement la solution, la façon dont on va approcher aussi au niveau démarche
commercial, nos interlocuteurs, donc par quel canal et effectivement avec quel discours. On a un territoire ciblé, on a une attention potentielle puisqu'on on a évalué les environnements, le marketing nous a aidé à définir de façon plus précise et à prioriser. On a un interlocuteur qui est identifié et effectivement derrière, l'objectif, ça va être de faire passer la base de ceux qui ne sont pas attentifs à notre solution vers un état attentif. Donc là, j'ai mis 25%, 75%. Évidemment, ça dépend de la typologie de solution. Mais il faut être capable d'estimer un petit peu ça. Plus on a une solution qui est innovante, effectivement, moins les prospects sont attentifs. Donc ça, c'est la notion d'innovation qui va faire ça. Est-ce qu'il y a déjà des concurrents sur le marché? Est-ce qu'il faut évangéliser vraiment beaucoup? Et donc, ça, c'est important aussi pour identifier le potentiel de son marché. Et donc, tout le travail commercial va être d'aller chercher d'abord les attentifs et effectivement de solliciter des non-attentifs aussi pour qu'ils deviennent attentifs et qu'on travaille sur le référentiel aussi, qu'on puisse faire des use cases, qu'il y ait un travail d'évangélisation qui soit mené conjointement entre les équipes commerciales et les équipes marketing. C'est là que la dimension customer-centric selling, effectivement, commence à apparaître. Voilà, donc ça, c'est des profils de prospects selon la maturité des marchés et donc selon la typologie, effectivement, de solutions qu'on a. Est-ce qu'elle est plus ou moins innovante? Ce qu'on sait, c'est qu'on va assez facilement réussir à avoir finalement les profils qui sont attentifs. C'est des profils qui seront disposés à répondre à nos sollicitations, qui seront curieux, qui voudront tester et qui voilà, auront une espèce d'autonomie finalement sur la découverte de notre solution et sur l'appropriation qu'ils pourront se faire de cette solution-là. Il y a un gouffre, une fois qu'on a passé là sur ce graphique les innovateurs et les early adopters, le gouffre à franchir, ça va être d'aller effectivement prendre davantage par la main le reste de typologies de profils et de prospects. Ceux qui vont être sur la majorité précoce, donc ça sont un peu moins difficiles, mais derrière, tous les suiveurs, effectivement, majorité tardive, et les retardataires, il faut resserrer ici l'accompagnement et aller beaucoup plus expliquer l'usage et prendre par la main, comme je le disais, effectivement, les prospects de bout en bout. Donc là aussi, ça va dépendre de la typologie de solution que vous aurez. Customer-centric selling, l'objectif, ça va être de réduire le cycle de vente, effectivement d'augmenter le taux de closing, et ça passe par une posture de consultant, donc de la façon dont on va s'adresser finalement à nos interlocuteurs, de la façon dont on va plutôt lancer une discussion que faire une présentation, poser des questions, et puis derrière, effectivement, une fois l'auscultation du prospect passé, apporter le remède qui va bien et si notre remède, en tous les cas, répond à ces enjeux, à ces problématiques. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une vente qui ne voit pas un enjeu être résolu par la proposition de valeur qu'on apporte, c'est une vente qui ne doit pas se poursuivre. Ou plus précisément, quand on n'a pas la problématique chez le prospect à laquelle répond notre proposition de valeur, à ce moment-là, il ne faut effectivement pas poursuivre le deal. Voilà, c'est des deals qui soit ne se feront pas, soit se feront dans la douleur et sans la satisfaction, évidemment, du client derrière. Donc ça, il faut être capable d'arbitrer là-dessus très tôt et le plus tôt possible, en tout cas dans le cycle de vente. Donc cette posture-là, elle est d'autant plus utilisée en vente complexe, comme je le disais. Quelques bonnes pratiques, effectivement, pour déclencher un rendez-vous. Donc voilà, on va parler de la première approche auprès de nos prospects. Comment est-ce qu'on va être capable, effectivement, de les faire passer finalement
de la curiosité. Donc, l'objectif premier va être de susciter de la curiosité. Ensuite, on va de la curiosité passer à un état attentif en leur expliquant effectivement la proposition de valeur et ce qu'on peut leur apporter. Et puis, l'objectif va être, évidemment, dans ces premiers échanges-là, de déclencher un rendez-vous qui soit le plus préqualifié possible pour s'assurer de la bonne poursuite du cycle de vente derrière. Donc, de la curiosité au rendez-vous, on va commencer par le hameçonnage. Donc, le hameçonnage, c'est tout simplement soit un événement qui est pertinent, donc la levée de fonds dans le cadre du recrutement, soit, et c'est le plus efficace en réalité, un nom de contact en commun auquel on aura préalablement sollicité une mise en relation ou même de pouvoir parler de lui à un prospect. Voilà, c'est une façon, de briser la glace et effectivement, surtout, de démarrer sa prospection avec la confiance du prospect parce que il y a cet élément de réassurance et finalement presque d'accréditation par le contact. Effectivement, et plus le contact est proche du prospect, plus ce sera efficace. Voilà, donc ça permet également d'avoir des top décideurs en direct, là où ce n'est pas forcément le plus évident d'avoir quand on est vraiment dans le dur et qu'on n'a pas d'éléments auxquels se raccrocher. Et puis également de cartographier un compte. Alors, soit à travers le contact qu'on va solliciter pour la mise en relation, soit effectivement en ayant créé cette relation de confiance avec son prospect grâce à la mise en relation. Et à ce moment-là, de pouvoir avoir une discussion qui soit beaucoup plus franche, beaucoup plus complète et informelle presque avec son prospect pour que ça devienne notre champion en interne et qu'il nous aide à aller au bout. 80%, voilà la stat, effectivement 80% des prises de contact par recommandation se soldent par rendez-vous. Donc, exploitez votre réseau, rencontrez du monde, même quand vous n'avez personne à qui effectivement demander la mise en relation. Si vous sortez d'un rendez-vous, il faut sortir avec des introductions ou des noms, des informations. Voilà, la vente, elle se fait effectivement avec votre prospect, mais si elle ne se fait pas avec votre prospect, elle doit pouvoir se faire avec d'autres prospects que ce premier prospect vous aura recommandé. Et des gens qui disent non très tôt dans un cycle de vente vont aussi se sentir un peu redevables, en tout cas parfois, il y a une espèce de dette morale qui se crée, et donc vont plus facilement vous donner des intros ou des noms, des informations pour vous aider dans votre prospection. On a suscité la curiosité. On va raconter ensuite une petite histoire assez rapidement. L'objectif étant de passer le prospect de non attentif à attentif. Et donc là, on va utiliser un peu ces ingrédients de personnalité, émotionnelle et compétences. En termes de personnalité, on va lui expliquer qu'effectivement, on a une passion pour les technologies du secteur RH, de cartographie de compétences en particulier, qu'on va être attaché à la performance en entreprise. Niveau émotionnel, ça va être qu'effectivement, on veut remettre, donc c'est la mission qui est finalement portée par notre solution et remettre le collaborateur au centre, mais aussi pour répondre aux enjeux de notre client, ça va être d'aller chercher de la performance et effectivement de pouvoir apporter de la valeur à nos clients. Et puis, on va lui expliquer qu'effectivement, on est compétent pour l'aider à résoudre ses problématiques à travers un petit cas qu'on lui présente. Et voilà, chez votre concurrent, moi, j'ai le directeur commercial qui a amélioré sensiblement son matching candidat. Son CA a progressé de 12% en quelques semaines. Il faut lui montrer que la valeur chez des interlocuteurs qui lui ressemblent, chez ses pairs, a été largement au rendez-vous. Voilà, c'est la preuve finalement. Et si on a quelques clients qu'on peut donner en référence et qui peuvent être appelés même potentiellement par un prospect, c'est toujours des éléments qui sont intéressants et qui vont accélérer le cycle de vente derrière. Donc, on a effectivement pu
les rendre attentifs désormais. Donc, il faut, avant d'aller chercher le rendez-vous, quand même valider de notre côté un certain nombre d'informations. C'est là qu'on va utiliser une méthodologie qui s'appelle BANT, B-A-N-T, donc c'est pour budget ou budget, authority, donc autorité, qui est le décisionnaire, need, le besoin, et T pour timing, donc quelle est l'intensité du besoin, effectivement, et est-ce que c'est pour dans 2 ans ou pour dans 2 semaines. Donc, effectivement, sur le côté budget, aujourd'hui, on constate que 75% des achats en B2B se font plus sur des budgets planifiés. Donc ça, c'est un petit peu moins vrai. Néanmoins, vous avez des prospects qui n'auront pas de budget du tout. Donc, c'est des éléments à valider quand même. Quand on est sur des politiques de réduction de coûts comme en 2023, de façon assez générale, c'est voilà, est-ce qu'il reste quand même des choses à aller chercher ou pas. Un pouvoir de décision, donc là, c'est le décisionnaire qu'il faut targeter. Est-ce qu'on parle à la bonne personne? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un rendez-vous avec lui? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est un INA? Un INA, c'est quelqu'un qui n'a ni influence ni autorité. Et donc, il faut absolument pas aller en rendez-vous avec lui, mais il faut peut-être lui demander à qui s'adresser si ce n'est pas lui le bon interlocuteur. Donc, nous, on veut des décideurs ou des champions qui vont pouvoir avoir une influence sur les décideurs. Timing, intensité du besoin. Donc parfois, voilà, il y a des événements et dans la priorisation, ça c'est important, qui justifient une mise en place rapide. Donc ça, c'est une aubaine pour le commercial. Il faut savoir s'en servir effectivement. Et puis, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un besoin effectivement. Donc là, on va pouvoir, à travers différents questionnements sur ces sujets-là, déterminer si oui ou non on a un budget, un besoin, une intensité du besoin qui est bonne et on parle à la bonne personne. Sinon, clairement, on n'ira pas en rendez-vous avec cette personne. Un problème, une solution, et sinon, on arrête le deal et le cycle de vente. Quand on arrive au niveau du closing, au niveau du rendez-vous, dans un premier temps, voilà, l'objectif, ça va être de pouvoir faire parler au maximum. Et donc là, il y a une comparaison un petit peu entre un vendeur plus standard et l'illustration de Jean-Claude Convenant, et un vendeur customer centric, donc quelqu'un qui vraiment à mettre le client au cœur de son approche commerciale. Donc, on voit que ce qui est important, c'est ici, effectivement, de poser des questions plutôt que de donner une opinion et de vraiment dérouler une présentation sans s'intéresser au sujet de son interlocuteur. Ça va être effectivement d'avoir les interlocuteurs business, les décideurs business, et pas ceux qui seront les utilisateurs de la solution, ou pas nécessairement en tout cas. Pourquoi? Parce que la proposition de valeur, effectivement, elle va intéresser les objectifs des décideurs. Et après, évidemment, on détaillera pour les utilisateurs la façon dont on se sert, et ça, c'est le rôle des CSM derrière, des Customer Success Managers, dans la vente d'une solution logicielle en tout cas. On va effectivement continuer la vente uniquement si on pense la gagner, si on sait qu'on ne la gagnera pas. Et le but, ce n'est pas de faire du rendez-vous pour faire du rendez-vous, et donc savoir s'arrêter quand il faut. Voilà, donc tous ces éléments-là, ils viennent effectivement différencier une approche beaucoup plus en mode conseil qu'une approche transactionnelle qui peut fonctionner effectivement aussi, mais selon la typologie de solution qu'on adresse, ce sera plus ou moins le cas. En rendez-vous, des bonnes pratiques ici, ça va être la règle de la loi de Pareto, donc 80-20. En premier rendez-vous, 80% du temps, c'est le prospect qui doit parler. Donc, il y a cette phase de découverte. Donc, c'est là que c'est important de le questionner de façon pertinente, de lancer des discussions, de le faire parler. Derrière, une fois qu'on a suffisamment de matière, on va effectivement reformuler, essayer de mettre le doigt sur le point de douleur qu'il rencontre, le ou les points de douleur qu'il rencontre, avant de proposer un chantier d'initiative, c'est-à-dire fixer les étapes du cycle de vente pour pouvoir le mettre dans cette démarche de répondre à ces problématiques-là. Alors, une approche transactionnelle, je pensais à la vente transactionnelle, c'est-à-dire on a un produit sur l'étagère, tu veux l'acheter. Donc, c'est la vente, la plupart des ventes en B2C, on est dans la vente transactionnelle. Quand on est sur la vente en mode conseil, on va vraiment partir des besoins du client plutôt que de présenter les spécificités de son offre dans un premier temps en tout cas. On arrive au second rendez-vous.
L'idée, là, ça va être de faire un bilan, effectivement, et c'est nous qui allons prendre la main, nous commerciaux, qui allons prendre la main sur ce rendez-vous-là pour le coup et parler 80% du temps, quand le prospect, lui, ne parlera que 20% du temps. Et l'objectif, ça va être de faire le faire confirmer les éléments qu'on va justement présenter dans le bilan et l'état des lieux des besoins du client. Une fois qu'on a validé, donc vous m'aviez dit que vous aviez besoin de ça, c'est toujours d'actualité, oui, vous m'aviez dit que vous aviez besoin de ça, etc. etc. Et donc, les objectifs et la démonstration vont être réalisés finalement et déterminés en fonction évidemment, de ces besoins qui ont été prévalidés et revalidés à cette occasion-là. Donc, vraiment avoir des présentations et un discours qui est approprié et personnalisé en fonction des besoins de son interlocuteur. Et puis, soit c'est à l'issue du second rendez-vous, soit c'est parfois sur des ventes plus longues, effectivement, un troisième, quatrième, cinquième rendez-vous qu'on va formaliser une proposition commerciale. Ce qu'il faut garder en tête, c'est évidemment à chaque étape, d'avoir un objectif déjà et de pouvoir fixer l'échéance de l'étape suivante. Donc la next step, la prochaine étape, ça c'est un indispensable dans la démarche commerciale. Si on n'a pas ça, généralement, ça va pas au bout, ça traîne en longueur. Alors, 5 points clés dont il faut effectivement se rappeler et qui vont voilà, synthétiser un petit peu tout ce qu'on s'est dit là. Donc, le premier, c'est effectivement pas de prospect sans objectif. Voilà. Donc, l'importance ici de la préparation. Donc, on définit son territoire, ses personas, on sollicite des recommandations et chaque call, voilà, on ne peut pas faire un call à la va-vite ou sans avoir mis beaucoup d'applications dessus parce que c'est encore une fois un call, une chance. Et généralement, quand on rappelle et qu'on s'est planté la fois précédente, le call est beaucoup plus court et on se prend une porte directement. Et puis, ça permet effectivement de soigner l'image de l'entreprise. Le marché, il n'est pas infini. Et donc, plus on apporte de l'application et de la qualité sur ces premières approches, évidemment, plus l'image de l'entreprise est préservée et mise en avant. Et à contrario, évidemment, on pourrait se griller si on ne fait pas ce travail. Message adapté. Donc là, l'importance effectivement de la personnalisation. Donc ça passe par quoi? Par des conversations pertinentes, donc faire parler, hyper important, spécifique effectivement à la situation, et on ne va pas être dans la présentation d'un produit ou service d'emblée, à lancer son pitch sans même savoir de quoi a besoin notre interlocuteur prospect. Troisième recommandation, viser haut dans la hiérarchie de l'entreprise cliente permet d'accélérer et effectivement d'orienter la conversation résultat plutôt que caractéristiques produits. Voilà, donc encore une fois, c'est apporter une solution à des problèmes, donc comprendre les problèmes et comprendre les problèmes des décideurs avant de proposer une solution pour y répondre et qui pourra être présentée évidemment aux utilisateurs derrière. Tel un médecin, ausculter avant de diagnostiquer. Voilà, on vérifie. Le but, c'est d'avoir effectivement une solution à un problème. C'est-à-dire que si vous constatez que la difficulté à respirer nécessite pas d'antibiotiques, vous n'allez pas en donner quand vous êtes un médecin. Donc là, c'est pareil. Quel est votre problème? D'où est-ce qu'il vient? Et puis, qu'est-ce qui cause ce problème-là? Et comment la solution, encore une fois, va pouvoir y répondre. Il faut être prêt à partir sans faire la vente. Voilà. S'il n'y a pas effectivement ce besoin-là et la solution qui va en face, il faut être prêt à partir sans faire la vente. Soft selling, hard closing. Voilà. Donc là, c'est le respect du timing. Pendant tout le cycle de vente, on a respecté, ça c'est vraiment une règle d'or, on respecte le timing du prospect, de l'acheteur, du client.
à la fin, on va mettre un petit coup de pression. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de lui tordre le bras à la fin, mais on sait qu'il a ce problème-là, on sait que notre solution va y répondre, on le lui a fait dire, il en a pris conscience, et ben maintenant il faut activer. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de mettre en avant une urgence à ce moment-là qui va potentiellement être une perte d'opportunité. Si vous attendez un mois encore, combien vous allez avoir de consultants en intermission supplémentaire? Ça va peut-être représenter 15 000 euros d'intermission sur le seul mois qui arrive. Donc, je pense qu'il faut, par rapport au prix de la solution, voir le ROI quasi immédiat que ça va apporter et activer. Donc voilà, c'est des événements particuliers, c'est un appel d'offres qui arrive, c'est encore une fois une levée de fonds, mais ça peut être une restructuration, ça peut être pas mal d'événements au sein des entreprises qui vont permettre au commercial d'appuyer encore plus la nécessité d'activer la vente de sa solution. L'idée, au global, dans son approche commerciale, c'est effectivement make a customer not a sale. Donc, c'est vraiment d'avoir une vente qui soit tirée par l'acheteur, par le client, et pas une vente qui soit poussée par le commercial. Et donc, sur une autre formulation en français cette fois, c'est passer d'un commercial qui est vendeur à un client qui est acheteur. Et voilà, ça, c'est vraiment l'objectif d'une vente réussie, c'est d'avoir cette démarche-là, cet accompagnement-là. Et j'en termine ici. J'avais vu passer une autre question, mais que je n'ai pas eu le temps de lire. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'ici et je vais regarder le chat, Cécile.